Au XVIIIe siècle, en Bavière, va naître une étrange société secrète. Appelée parfois Ordre des Illuminés, les Illuminés de Bavière ou bien Illuminati. Ils sont à l'origine de nombreux fantasmes. Car oui, derrière le grand n'importe quoi des théories qui pullulent sur internet, il y a bien une réalité historique. Alors qu'était réellement cet ordre mystérieux, prônant les idées des philosophes des Lumières, et qui va en seulement quelques années devenir une véritable menace pour les grandes monarchies. Je vous propose de découvrir tout ça au travers d'un personnage singulier, Adam Weishaupt, ni plus ni moins que le fondateur des Illuminés de Bavière. Adam Weishaupt naît le 6 février 1748 en Bavière, à Ingolstadt. La Bavière, aujourd'hui en Allemagne, à l'époque c'était un tout petit état du Saint-Empire romain germanique. C'est donc là en Bavière, enfin l'électorat de Bavière, que grandit Adam. Il est le fils d'un professeur de droit qu'il perd assez tôt. Son père meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Il se retrouve à être élevé par son oncle, lui aussi professeur de droit, et décide de le placer dans un collège jésuite. Lors de son passage chez les jésuites, il est initié aux sciences humaines, sciences politiques, à l'histoire, à la philosophie et évidemment à la théologie. Il faut pas oublier que la Bavière du XVIIIe siècle est composée en majorité de catholiques, et là-bas la religion est très importante, et Ingolstadt est alors le bastion des jésuites en Bavière. Adam est réputé pour être un très bon élève, travailleur et curieux, mais cette curiosité va l'amener là où il faut pas. Vers 15 ans, avec l'aide de l'un de ses professeurs, il accède à ce que l'on pourrait appeler la bibliothèque interdite. En gros, tous les livres alors censurés en Bavière, et parmi ces écrits interdits, figurent ceux de Voltaire, l'un des éminents partisans de la philosophie des Lumières. Un mouvement culturel et politique qui naît au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle en Europe. Cette philosophie, profondément humaniste, vise à libérer l'homme des dogmes et des superstitions, en remettant en question les structures et les valeurs traditionnelles, comme la monarchie ou l'église. Ce sera alors une sorte d'élite qui mènerait l'humanité vers une libération de la pensée, en s'appuyant sur la raison. C'est un mouvement qui est porté par des noms très connus, comme Descartes, Locke, Voltaire ou Diderot, et qui aura une grande influence dans toute l'histoire de l'Europe et même au-delà. C'est ce que l'on appelle le siècle des Lumières, ou bien le siècle de la raison. Ainsi, on attribue à la philosophie des Lumières d'avoir inspiré des instants clés de notre histoire, comme la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776 ou bien la Révolution française, qui débute en 1789. On est alors un peu avant tout ça, en plein siècle des Lumières, vers 1760, lorsque Weishaupt découvre cette pensée qui remet en question absolument tout, y compris son éducation très portée sur la religion. Bah oui, il faut pas oublier que le mec a été éduqué chez les jésuites. Il est alors immédiatement séduit par la pensée des Lumières. Ce n'est qu'un ado, mais l'idée de combattre les religions qui pour lui asservissent l'humanité commence à germer dans son esprit. À seulement 20 ans, il devient professeur de droit, et à 28 ans, professeur de théologie. Déjà un beau parcours. Il devient un professeur respecté, fonde une famille, et vit en apparence une vie tout à fait normale. Mais ça, c'est seulement en apparence. Alors qu'il enseigne à l'université d'Ingolstadt, Adam Weishaupt voit de plus en plus de ses élèves se tourner vers différentes sociétés secrètes et mystiques. En fait, faut savoir que c'était très à la mode dans le monde universitaire bavarois, et l'ordre qui attire le plus de nouvelles recrues, c'est la Rose-Croix, un ordre qui apparaît au début du XVIIe siècle et qui mêle christianisme et occultisme. Et entre ça et l'influence encore considérable qu'avaient les jésuites sur la Bavière à ce moment-là, bah Weishaupt, ça le gonfle. Mais bon, ça tombe bien pour lui, depuis 1773, l'ordre des jésuites est devenu illégal. Mais ça ne rend pas les Bavarois moins croyants ni conservateurs. D'ailleurs, l'héritage jésuite reste solidement ancré en Bavière. Alors pour pouvoir exprimer ses idées librement, Weishaupt se tourne dans un premier temps vers les francs-maçons, une autre société secrète qui connaît alors un boom de popularité dans toute l'Europe. Un autre ordre qui lui aussi va nourrir de nombreux fantasmes au fil du temps. Mais on y reviendra sûrement dans un autre épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que Weishaupt est vite déçu. La loge qu'il tente de rejoindre est selon lui beaucoup trop tournée vers l'ésotérisme, ce qui est pour lui une autre forme de croyance à combattre. Car c'est une des particularités de Weishaupt, il rejette toute forme de croyance ou de superstition, qu'il juge tout simplement stupide et inutile. Donc même tous les concepts de rites initiatiques très populaires chez différents ordres, bah même ça il en veut pas. Alors bon bah sans alternative, autant créer sa propre société secrète. C'est ainsi que dans la nuit du 1er mai 1776, dans une forêt aux abords d'Ingolstadt, Adam et 5 de ses élèves se réunissent et ensemble forment le cercle des perfectibilistes, avant de devenir l'ordre des Illuminés. Cet ordre se base sur la philosophie des Lumières et souhaite, comme son nom l'indique, perfectionner l'humanité, en la libérant de toute oppression liée à la religion. L'ordre des Illuminés, ou les Illuminés de Bavière, s'inscrit donc dans la continuité des Lumières et de leur message humaniste, la liberté, l'égalité et la fraternité, mais en mettant l'accent sur un élément cher aux yeux de Weishaupt,
l'anticléricalisme. Et comme toute société secrète, il faut désormais mettre en place une organisation. Weishaupt va opter pour une organisation pyramidale, avec tout en haut lui, et tout en bas les novices. Ainsi l'ordre se divise en 3 catégories, les novices, les minervales et les minervales illuminés. Minerval étant une référence à Minerve, déesse romaine des métiers, par la suite associée à la déesse grecque de la sagesse, Athéna. Et des références à l'Antiquité, on en trouve des tas, notamment dans le symbole des Illuminati. Alors ouais, je sais ce que vous vous dites, ouais je connais, c'est le triangle avec un œil. Alors, c'est pas du tout ça. Ce fameux symbole du triangle est ce que l'on appelle l'œil de la Providence, et symbolise l'œil de Dieu. Il date en fait de la Renaissance, et est davantage lié au christianisme avant d'être réutilisé dans la franc-maçonnerie. Ce qui explique d'ailleurs sa présence sur le billet d'$1 américain. Quand on sait que plusieurs des pères fondateurs des États-Unis, comme Benjamin Franklin, étaient francs-maçons. Le vrai symbole des Illuminati est en réalité une chouette entourée d'un cercle, une énième référence à l'Antiquité, puisque la chouette est le symbole d'Athéna et de la ville d'Athènes. On retrouve d'autres références à l'Antiquité avec les noms de code qu'ils utilisaient dans leur correspondance. Déjà les membres avaient un nom de code, par exemple Weishaupt était Spartacus, mais aussi les villes et les pays avaient leur nom de code. Par exemple Berlin était Athènes et la Bavière s'appelait la Grèce. Bref, vous comprenez que les Illuminati puisent leur inspiration en grande partie du côté de l'Antiquité. Et ça, c'est tout à fait logique. Dans son combat face à l'obscurantisme religieux, Weishaupt souhaite un retour à une sorte d'Antiquité fantasmée. Car pour lui, l'Antiquité était l'âge d'or de la sagesse, le temps des grands philosophes grecs. Une période qui s'est éteinte d'après lui avec l'émergence du christianisme, qui aurait mis fin à cet âge d'or pour la liberté de penser. Mais bon, pour l'heure, le récent Ordre des Illuminés peine à gagner en popularité. C'est un peu comme une chaîne YouTube, ça a du mal à démarrer. Mais un homme va y remédier. Les Illuminati n'attirent à leur début que très peu de monde. En fait, seulement quelques élèves de Weishaupt acceptent de rejoindre cet ordre. Tout change lorsqu'un certain baron Adolf von Knigge rejoint l'ordre en 1780. Ancien franc-maçon, c'est lui qui va profondément réorganiser l'ordre. Pour cela, il se calque sur l'organisation des loges maçonniques. Il réforme les ordres et les divise en 3 nouvelles classes, avec pour chacune d'entre elles plusieurs rangs, toutes plus ou moins inspirées des différentes loges maçonniques allemandes ou françaises. Et comme pour les francs-maçons, les différents membres n'interagissent pas entre eux. Chaque membre a son propre supérieur direct dans la hiérarchie et ne peut s'adresser qu'à lui. Donc un novice ne va jamais pouvoir parler ni même croiser quelqu'un de trop haut dans cette hiérarchie pyramidale. Von Knigge donne aussi à l'ordre une direction un peu moins anticléricale, qui jusque-là pouvait dissuader certains de rejoindre l'ordre. Les Illuminati vont alors connaître une rapide expansion dans toute la Bavière et même au-delà, passant en à peine 2 ans de quelques dizaines à plus de 1500 membres en 1782, dont de plus en plus de membres sont issus de la noblesse, séduits par les idées réformistes et progressistes des Illuminés. Certains sont même des têtes connues, comme l'écrivain Goethe. Et l'une de leurs techniques pour attirer de nouveaux membres, c'est de s'infiltrer dans d'autres ordres secrets, notamment les loges maçonniques, qu'ils infiltrent pour tenter de convertir leurs membres. Ainsi, en recrutant des membres de plus en plus prestigieux, l'ordre s'ouvre à un réseau d'influence beaucoup plus important. Or, dans tout ça, il y a un point qui met personne d'accord, et c'est ce qui va conduire l'ordre vers sa fin. L'anticléricalisme. Weishaupt veut ni plus ni moins la suppression de toutes les religions, même si ça doit passer par la force. Ce qui fait que même dans son ordre, on commence à le traiter d'extrémiste. Dans son utopie, il voit un monde dirigé uniquement par le bon sens, sans être aveuglé par une quelconque superstition, avec toujours derrière la même base que la philosophie des Lumières. Même si en apparence ça peut sembler sympathique, Weishaupt opte pour la manipulation, voire la trahison, pour mener à bien son projet. La plupart des membres des Illuminés ignorent complètement que leur mouvement est en réalité mené par un homme aussi radical dans sa vision des religions. Et ça fait tâche, à une époque où la grande majorité des gens sont croyants. Mais ça commence à se savoir. Et le baron von Knigge, qui fait partie des premiers en 1783, après d'interminables disputes avec Weishaupt, a décidé de claquer la porte. Une perte évidemment importante qui va accélérer la fin des Illuminati. L'ordre des Illuminés est devenu trop puissant et désormais inquiète le gouvernement bavarois. L'anticléricalisme des Illuminés éclate au grand jour lorsque Joseph von Inschneider, un ancien membre de l'ordre, révèle leurs projets et les désigne comme des extrémistes et des révolutionnaires. Il y a alors risque de coup d'état, les Illuminés deviennent une véritable menace. Ainsi, ils sont tout d'abord mis sous surveillance, avant qu'un édit du prince électeur de Bavière, Charles Théodore, ne vienne interdire toute société secrète en Bavière en 1784. Mais Weishaupt s'en fout un peu, jusqu'à l'année suivante, en 1785, où un second édit est promulgué, interdisant spécifiquement l'ordre des Illuminés. Les Illuminati sont alors pourchassés puis persécutés. Certains sont arrêtés, et un troisième édit de 1787 condamne à mort ceux exerçant encore dans l'ordre. C'est la fin du rêve de Weishaupt. Il est déchu de son titre dans l'ordre et est exclu de l'université d'Ingolstadt. Les membres vont pour la plupart prendre la fuite, en se dispersant en Allemagne, en France ou en Angleterre. Mais
plus jamais aucune activité Illuminati ne sera signalée en Europe. L'ordre s'éteint et disparaît complètement après seulement 9 années d'existence. Certains anciens illuminés contacteront Benjamin Franklin, je vous ai dit qu'il était franc-maçon, en lui demandant de bien vouloir les accueillir aux États-Unis. On ignore ce qu'il leur a répondu, mais pour beaucoup c'est suffisant. C'est le point de départ de toute l'immense théorie du complot autour des Illuminati, comme quoi ils se seraient installés aux États-Unis et auraient ensuite influencé la politique américaine. Ils agiraient alors dans l'ombre des dirigeants du monde, seraient derrière la Révolution française, l'assassinat de Kennedy ou bien le complot lunaire. Et peut-être même la disparition du gros JDG. Sauf que ça c'est la théorie fumeuse et ça m'intéresse pas trop. Adam Weishaupt finira sa vie à Gotha, où il se réfugie chez Ernest II de Saxe, un ancien illuminé qui veut bien l'accueillir. Il y sera logé et nourri gratuitement. Malgré quelques tentatives de laver son nom qui échoueront toutes, et après avoir tenté toute sa vie de changer de façon radicale la société dans laquelle il évoluait, il meurt dans l'indifférence le 18 novembre 1830 à 82 ans. Mais du coup, est-ce qu'ils n'auraient pas réussi son projet? Malgré leur disparition, aujourd'hui tout le monde connaît leur nom, sans que l'on sache s'ils existent encore. Ils ont infiltré la pop culture et sont désormais ancrés dans notre imaginaire collectif. Ouais mais non, certes tout le monde connaît leur nom, mais personne n'est foutu de connaître leurs idées, ni même leurs symboles. C'est pas terrible. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, me suivre sur Twitter ou encore Instagram. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Utip ou en souscrivant à la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.